Cette vidéo est sponsorisée par DistroKid. On vous offre 7% de réduction sur votre abonnement la première année, le lien est en description. S'il y a bien un style de musique reconnaissable entre tous, c'est l'emo. Que ce soit de par la musique en elle-même, avec des paroles toujours plus personnelles, ou de par le style vestimentaire des fans, composé principalement de mèches qui recouvrent la moitié du visage, de piercings et surtout d'eyeliner noir. Au début des années 2000, ce style est au sommet. My Chemical Romance, un des groupes les plus populaires du style, remporte des awards remplis des stades, et en France, des artistes comme Jenna Lee font des millions de vues sur YouTube, ce qui est extrêmement rare pour l'époque. Sauf que derrière cette façade reluisante, la culture emo a un gros problème. Elle est extrêmement détestée, mais genre vraiment détestée. Los agresores. Ouais, ce que vous venez de voir, ce sont des gens qui tabassent des émos. En Russie, le style musical et la mode émo sont en passe d'être interdites, et en Irak, plus d'une cinquantaine de jeunes sont tabassés à mort pour la simple raison qu'ils sont émo. Mais alors pourquoi? Comment on en est arrivé là? C'est quoi ce style de musique et cette culture émo? Et surtout, d'où vient toute cette haine autour de cette culture? Tout ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Mais juste avant, je ne sais pas si vous vous rappelez du titre J'aimerais tellement de Jenna Lee, un de ses gros singles sortis en 2009. Jenna, elle a plus ou moins disparu de la scène musicale depuis 10 ans, mais elle a refait une apparition dans un cover de son propre titre en featuring avec Romain Huguetto et le groupe Eskimo. La reprise a fait 1 million de vues sur YouTube, et j'ai quelque chose pour vous si vous voulez faire pareil. Grâce à DistroKid qui m'accompagne sur cette chaîne, vous pouvez mettre vos propres reprises de morceaux célèbres sur toutes les plateformes de streaming. C'est eux qui gèrent toutes les licences, donc vous avez juste à vous concentrer sur votre musique, puis à importer votre cover via DistroKid, et il sera disponible sur les plateformes du monde entier. Si vous êtes déjà membre DistroKid, vous pouvez télécharger un cover pour seulement 12$ par an et par chanson, et si vous n'êtes pas membre DistroKid, j'ai un code de réduction vous donnant 7% sur votre abonnement la première année, le lien est en description. Ok, déjà ça vient d'où l'emo? Le groupe considéré comme le pionnier de l'emo, c'est Rite of Spring. C'est un groupe des années 80 et c'est dans ces environs qu'est né l'emo. Ce style est apparu quand certains groupes issus de la scène hardcore et punk de Washington ont commencé à introduire des paroles plus personnelles dans leur musique et ont commencé à s'éloigner légèrement du son punk de l'époque. Quelques groupes commencent à sortir du lot comme Embrace ou Dynasty, mais ces groupes disparaissent assez vite et ça marque la fin de la première vague emo. La deuxième la remplace immédiatement et commence dans les années 90. Des groupes indépendants continuent de rendre leur musique plus mélodieuse que ce qu'était le punk et de rendre leurs paroles de plus en plus personnelles et profondes. Des groupes comme The Get Up Kid ou Sunny Day Real Estate font leur apparition et marquent la scène naissante de l'emo. Ça reste pour l'instant un courant assez niche, même si le mouvement est sorti de Washington et de ses alentours pour notamment s'emparer du Midwest américain. Pour l'instant, on est assez loin de quelque chose de mainstream. Sauf que le style s'apprête à connaître une véritable révolution. On est en octobre 2001 et un groupe emo du nom de Jimmy Eat World sort son 4e album, Bleed American, dans lequel se trouve le single The Middle, qui va envahir les radios du monde entier. 2001, c'est également l'année de création de My Chemical Romance, un groupe qui va fortement marquer l'histoire du style, avec notamment un album absolument classique, Black Parade. 2001, c'est aussi l'année de formation de Fall Out Boy, un autre groupe qui va marquer l'histoire du style. Bref, cette année-là, c'est le début de la propagation de l'emo sur internet, c'est le moment où le style va devenir mainstream. Le timing est parfait puisqu'on sort de la phase grunge qui a laissé un vide musical. Bien qu'il ait été comblé par le punk, la jeunesse n'est pas encore totalement rassasiée musicalement, notamment les jeunes adolescents qui ont 12 ou 13 ans en 2001. De plus en plus de groupes naissent comme Panic at the Disco en 2004, des groupes déjà en place font des albums se rapprochant fortement de l'emo comme Green Day avec American Idiot. Bref, le genre se répand, mais ça ne va pas s'arrêter à la musique. En réalité, l'emo va devenir une véritable sous-culture à part entière. Et on pourrait même aller jusqu'à la qualifier de première sous-culture de la génération d'internet. Parce que oui, toute cette popularité grand public, on la doit principalement à MySpace.
MySpace, c'est l'ancêtre de Facebook, une sorte de blog où chacun avait une page personnelle. On pouvait personnaliser le fond, mettre des citations, des photos de nous, des musiques, et la culture emo s'est principalement propagée grâce à ça. Les adolescents s'emparent de cette plateforme et de cette nouveauté qui est Internet et en font leur espace d'échange. C'est eux qui écoutent principalement de l'emo, c'est eux qui façonnent tous ensemble cette sous-culture et c'est eux aussi qui la propagent à grande échelle de manière extrêmement rapide. Tout un mode de vie va donc se créer autour de la musique emo. Ça passe d'abord par un style vestimentaire particulier. Les adolescents portent des slims noirs, ce qui à l'époque était totalement contraire à la mode, des t-shirts de groupe ou des t-shirts noirs. Au niveau des cheveux, il faut qu'ils soient noirs et les laisser pousser pour qu'une mèche puisse recouvrir la moitié du visage. Il faut aussi possible avoir des piercings aux lèvres et surtout, de l'eyeliner. Ces codes s'appliquent aussi bien pour les hommes que pour les femmes et ça donne un look extrêmement reconnaissable. Mais autre chose fait aussi partie du mode de vie de beaucoup d'émo, la dépression. Attendez, je m'explique. Le terme emo, à la base, a émergé sous le nom de emotional hardcore. Le style se différencie surtout par les textes évoquant des sujets plus profonds et plus personnels que ce qui pouvait se faire à l'époque. Évidemment, ça parle d'amour et surtout de relations qui tournent mal, mais ça parle aussi de santé mentale, que ce soit de sentiments dépressifs, suicidaires ou même d'anorexie. Par exemple, dans le titre français Dans ses rêves du groupe Eskimo, un des plus gros groupes émo français de l'époque. On est dans les années 2000 et le sujet de la santé mentale n'est pas encore aussi répandu qu'aujourd'hui. L'emo est extrêmement précurseur sur le sujet. Sauf que du coup, la communauté est très vite stigmatisée. Ils sont un peu vus comme des dark Sasuke et c'est très péjoratif. Les émos se définissent eux-mêmes comme des exclus de la société, en marge, et ça ne va pas aider la société à les accepter. Ils sont vus comme bizarres, voire peu fréquentables, et ça va leur coûter très cher. Déjà, il y a un premier point à noter, c'est que les groupes eux-mêmes, depuis toujours, rejettent le terme emo. Ils ne veulent pas être qualifiés de groupe emo. Ça, c'était Ian MacKaye, le leader d'Embrace, un des groupes de la première vague des années 80. Il n'est pas très enthousiaste à l'idée d'être qualifié de chanteur emo-core. Même My Chemical Romance, considéré comme un des plus gros groupes du style, affirme que non. Eux, ce n'est pas un groupe d'émo. I think My Chemical Romance is just a rock band. I think there's a lot of garbage that's associated with us. That's emo. We were the furthest thing from emo when we started. Si vous voulez aller plus loin, il y a même un site qui a répertorié toutes les déclarations des groupes sur l'emo et en réalité, aucune formation ne veut avoir cette étiquette. Même les fans eux-mêmes ont du mal à s'identifier comme étant emo, même quand ils cochent absolument toutes les cases, qu'elles soient vestimentaires ou musicales. Tout ça, ça signifie une chose, l'étiquette emo est très mal vue par tout le monde depuis toujours. Sauf que même si elle est mal vue et même si certains fans la rejettent, il existe une communauté emo, notamment reconnaissable par le style vestimentaire dont j'ai parlé précédemment. Et cette communauté-là, qu'elle le veuille ou non, va être qualifiée d'émo et persécutée. D'abord, la Russie menace d'interdire le style. Le genre musical d'une part, d'autre part les sites web et justement ces pages MySpace qui répandent la culture émo, et enfin le style vestimentaire considéré comme émo est menacé d'interdiction dans les écoles et les lieux religieux. On assiste donc à des manifestations des groupes et des fans qui là se revendiquent émo pour éviter absolument l'interdiction du style. La loi n'est jamais passée, mais d'autres manifestations émo auront lieu dans d'autres pays. Aux États-Unis, le 6 juin 2006 a été proclamé sur les réseaux comme le National Emo Kid Beatdown Day. Oui, une journée organisée pour frapper les émos que l'on croise dans la rue. Je n'ai pas trouvé d'article racontant cette journée, je ne suis pas sûre qu'elle ait eu lieu, ou en tout cas pas à l'échelle souhaitée par les organisateurs, mais ça montre le level de haine que les surnommés anti-émo peuvent avoir envers cette communauté. Si cette journée de violence-là n'a pas eu lieu, au Mexique, il y a eu bel et bien des journées extrêmement sombres. Les émos sont de plus en plus la cible de violences de groupe de plus en plus extrêmes. La vidéo
vidéos que j'ai passées en intro et que vous voyez ici, ce sont des violences qui se déroulaient au Mexique. Une sorte de harcèlement public avec des assaillants criant « Tuez les émos ». Un article du Time, paru en 2008, raconte même qu'après l'intervention des forces de l'ordre, les assaillants, qui n'avaient pas été arrêtés, couraient dans les rues voisines en riant et en se félicitant de leurs actes. Il y avait une vraie fierté à vouloir éliminer cette communauté. L'apogée de tout ça, c'est sûrement en Irak. Il y a un flou sur ce qui s'est passé exactement et personne n'est d'accord sur les chiffres. Le ministère irakien a reconnu 6 morts mais a surtout tenté de ne pas trop en parler, tandis que des agences indépendantes oscillent entre 14 et plus de 100 morts. La plupart du temps, on s'arrête sur le nombre de 58 émos assassinés. Dans tous les cas, les pratiques sont horribles et la répression du mouvement émo au sein du pays se fait sentir bien au-delà des meurtres. La BBC avait tenté à l'époque d'interviewer des émos irakiens et tous s'étaient défilés au dernier moment. La peur était vraiment réelle. Sauf que, vous vous en doutez, c'est pas une simple guerre de styles musicaux. On ne tue pas des gens juste parce qu'ils écoutent une musique qu'on n'aime pas. Enfin, je crois. En réalité, c'est plutôt une guerre politique. Deux grandes explications ressortent pour expliquer cette haine. D'abord, concernant les violences, avec le recul, on les attribue surtout à l'homophobie. Les émos sont majoritairement identifiés comme étant LGBT. Évidemment, tous les émos ne sont pas LGBT, mais du coup, la communauté entière est identifiée comme telle. Et malheureusement, dans les années 2000, ne pas être hétéronormé, c'est risqué. La plupart des victimes des attaques, au Mexique ou en Irak, sont dirigées vers les hommes émos. Le style de ces garçons est entre guillemets trop efféminé aux yeux des homophobes qui déchargent leur homophobie sous couvert de « je déteste les émos ». C'était donc beaucoup plus politique qu'il n'y paraît. La seconde explication pour expliquer le projet d'interdiction russe et plus globalement la très mauvaise image de l'émo concerne les médias. Les médias de l'époque véhiculent une image extrêmement négative de cette sous-culture. Il y a notamment un article célèbre du Daily Mail qui parle du suicide d'une jeune fille de 13 ans qui, selon eux, allait très bien puis s'est convertie à l'émo et elle s'est suicidée. Ce genre d'article extrêmement putaclic et tout simplement faux renvoie une image négative de la communauté émo et notamment ils font peur aux parents. Leurs enfants soudainement se mettent à utiliser ce truc obscur qu'est internet, se mettent à se maquiller et à hurler des paroles clamant un malheur profond. Il faut noter que tout ça est vraiment amplifié par internet. Les adolescents sont déjà à fond sur ce nouveau moyen de communication, mais leurs parents, eux, s'informent principalement par les médias traditionnels qui, la plupart du temps, et c'est encore le cas aujourd'hui, trouvent tout ce que fait la jeunesse mauvais, étrange et dangereux. La culture émo est donc très massivement bâchée dans ces médias, elle est accusée d'être un culte du diable et de glorifier le suicide. Le style encouragerait même les tendances suicidaires. Suicidaires, dépressifs, exhibitionnistes, les émos inquiètent. Sauf qu'évidemment, dans la réalité, tout ça, c'est faux. Il est vrai que beaucoup d'émos étaient des adolescentes et adolescents mal dans leur peau. C'était parfois simplement une crise d'adolescence, qui cependant ne doit pas être minimisée. Ce n'est pas parce que beaucoup d'adolescents traversent cette période qu'elle doit être banalisée, c'est un tournant hyper important dans la vie et les souffrances qui apparaissent à ce moment-là sont bien réelles. Et parfois, pour d'autres émos, c'était encore plus profond qu'une crise d'adolescence et ça mettait en lumière des problèmes ancrés chez eux comme la dépression à un stade avancé ou des états suicidaires. Sauf que ce n'est évidemment pas la musique ni la culture autour qui a créé ce mal-être. On peut au contraire même dire qu'elle a aidé certains adolescents à se sentir mieux. En effet, Internet leur permettait d'être anonymes et ou de rencontrer des personnes dans la même situation qu'eux. Le côté émo, assumé ou non, leur permettait de se reconnaître, notamment sur MySpace, et de se sentir moins isolés face à leur malheur, ce qui est extrêmement important dans ce genre de période. Ça a donné un lieu sûr à ces gens pour parler de leurs problèmes. C'est quelque chose qui a été souligné dans une étude menée par le docteur Rosemary Lucy, qui a montré que les émos avaient trouvé véritablement du soutien en ligne et que la musique et la culture autour les avaient aidés à surmonter leurs problèmes d'adolescents. Et encore une fois, ce n'est pas parce que c'est un problème d'adolescent que ça ne doit pas être pris extrêmement au sérieux. Adolescent, c'est une phase de la vie, pas un adjectif péjoratif. Bref, malgré l'image salie du terme, le cœur de la communauté est plutôt sain, ou en tout cas aussi sain que celui d'autres sous-cultures. Donc on aurait pu se dire qu'avec le temps, le regard du grand public allait se réajuster et changer, sauf que d'un coup, l'émo va disparaître.
Après la hype fulgurante des années 2000, on arrive en 2010 et là, ça disparaît. Les médias arrêtent de parler de la culture et de la musique emo, My Chemical Romance annonce sa séparation en 2013, le style perd toute sa puissance. Ça, beaucoup de gens, dont le journaliste musical Chris Payne, qui a écrit un livre sur l'emo, l'expliquent très simplement. Les adolescents ont grandi. C'était une musique écoutée et propagée en grande majorité par des adolescents qui ont fini par passer à autre chose. Vous pouvez rester emo dans votre tête, mais il est assez rare de voir des gens qui, passé la vingtaine, gardent ce style vestimentaire. La nouvelle génération d'adolescents, quant à elle, a trouvé d'autres styles, a créé d'autres sous-cultures, voulant se différencier de leurs prédécesseurs au même titre que leurs prédécesseurs avaient voulu créer une césure avec la génération avant eux. Comme d'habitude, tout est cyclique. Et comme tout est cyclique, on a vu un renouveau du style en 2017. La figure emblématique de ce renouveau est Lil Peep, qui a mélangé à la perfection le rap et les influences emo, que ce soit à travers ses paroles, où il évoque très régulièrement la dépression et ses pensées les plus sombres, ou à travers son imagerie globale. Ce qui est drôle, c'est que dans une interview, il déclare que sa musique n'est pas le nouvel emo. Lui aussi semble rejeter cette étiquette. D'une certaine manière, même si c'est moins flagrant que Lil Peep, d'autres stars du rap comme Juice WRLD et dans une moindre mesure XXXTentacion ont aussi apporté leur pierre à l'édifice de l'emo. Malheureusement, la mort de ces 3 étoiles montantes causera l'arrêt net de leur évolution et on ne saura jamais ce que ça aurait pu donner s'ils avaient atteint leur plein potentiel. Évidemment, des groupes continuent de faire de l'emo encore aujourd'hui, que ce soit en France ou ailleurs. C'est juste que le style n'a plus du tout la même popularité intense qu'il avait à l'époque, ou même qu'il aurait pu avoir avec la génération Lil Peep. Mais au final, tout ça c'est pas très grave et en plus, ça a un point positif. Quand on regarde 20 ans en arrière, on peut saluer l'avancée de la société sur les sujets de la santé mentale et de la représentation des communautés aujourd'hui LGBTQIA+. Ces deux sujets sur lesquels la culture emo était en avance ont été depuis repris dans les médias mainstream et même si on est encore loin d'être parfait sur le sujet en tant que société, on voit de réels avancements. La santé mentale est évoquée de plus en plus dans les médias traditionnels et même plus librement dans la musique mainstream et l'homophobie a connu un recul ces dernières années. Il reste évidemment du progrès à faire, mais en 20 ans, il faut souligner qu'on a vraiment avancé. Et à ce propos, on ne pourra jamais assez remercier la musique d'être vecteur de messages positifs et d'évoquer des sujets importants de société alors même qu'ils sont trop tabous au sein de la société pour être évoqués ailleurs.